Le colloque se déroule sur 2 jours, 14 et 15 novembre à l'amphithéâtre de l'hôpital Necker. La date a été choisie pour coïncider avec le centenaire de la parution du texte Au-delà du principe de plaisir, paru en novembre 1920 en Allemagne. Nous reprendrons une formule éprouvée avec pas mal de succès, semble-t-il, au vu du nombre de personnes présentes lors de notre dernière tentative de la sorte de regrouper différents domaines de recherche pour les confronter et les faire dialoguer. On avait refusé beaucoup de monde. Et il nous semblait avoir déjà répondu à une attente lorsque nous avions réalisé le colloque qui s'appelait pour un décloisonnement, pour une éthique du décloisonnement entre psychanalyse, psychiatrie et neurosciences. À quoi des auditeurs présents dans la salle ont, avec juste titre, dit qu'on pourrait ajouter la neurologie. En tout cas, pour une éthique du décloisonnement entre des disciplines qui ne sont pas à même de dialoguer facilement. Les raisons à cela sont nombreuses. Elles sont liées d'abord à l'hyperspécialisation maintenant des laboratoires de recherche, qui pour avoir le label d'excellence sont évidemment toutes dans un domaine de recherche extrêmement précis, et que le dialogue se fait maintenant à un niveau international sur un même thème, entre chercheurs sur un même objet. Mais du coup, les questions qui pourraient être posées par des échanges transdisciplinaires sont souvent laissées pour compte, avec 2 écueils dans les échanges transdisciplinaires, soit des invectives où personne ne s'entend vraiment, soit un consensus de surface, où on dirait oh bah oui, c'est évident que la psychanalyse, la neurologie, les neurosciences parlent de la même chose. C'est vrai et c'est faux. Elles parlent d'un objet qu'on appelle aujourd'hui cerveau-esprit, cerveau/esprit pour être dans le modèle contemporain du monisme à double aspect, pour échapper au dualisme de jadis, et quand même considérer que le cerveau est à la fois un objet quand il est observé de l'extérieur et un sujet quand il est observé de l'intérieur. Donc on a en commun ce cerveau-esprit. Maintenant, ce que l'on a à dire sur cet objet commun est évidemment fort différent selon que vous utilisiez le langage de la neurophysiologie, de la philosophie, de l'imagerie cérébrale, de la psychanalyse ou le langage du clinicien confronté aux troubles de comportement de ses patients. Donc un même objet, des langages différents. On a souvent parlé à ce sujet de la tour de Babel, qui fait dire à certains neuroscientifiques l'inconscient, terme utilisé aussi par les psychanalystes, mais dont on sait qu'il ne recouvre pas la même entité. Donc il y a non seulement une tour de Babel de langage, mais de surcroît le risque de malentendu, du fait même d'homonymie qui recouvre des concepts qui sont vraiment totalement différents. Alors, nous avons pris les choses en amont. Voilà près d'1 an déjà que nous travaillons à ce colloque, faire se rencontrer déjà en amont les participants qui viendront donc des horizons que j'ai cités, psychanalyse, neurosciences, neurobiologie, neurologie, psychiatrie, philosophie, et puis traduction, puisqu'il s'agit là de prendre pour objet commun d'observation, d'étude et d'analyse un texte de Freud, autour duquel nous allons débattre pour savoir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, et qui a donc été traduit de l'allemand. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en France, c'est en 1927 la première traduction française par Yankelevitch. Et nous aurons un des traducteurs du texte aux éditions du Seuil, Jean-Pierre Lefebvre, qui viendra nous dire aussi tout ce que ce texte, en tant que traducteur de l'allemand au français, lui a apporté comme interrogation et comme compagnie
dans le temps même de la traduction, mais bien au-delà. Parce que c'est un texte, au-delà du principe de plaisir, qui est à la fois devenu, je pense, un classique de la culture européenne, que l'on peut prendre même sous l'angle de la littérature. Rappelons que Freud était fier de son prix Goethe, qui récompensait une certaine manière de parler l'allemand, enfin d'écrire l'allemand. Donc un texte de littérature classique qui correspondrait au fait que de nos jours, et en France encore l'année dernière, Freud tombe au sujet du bac. Et puis de célébrer un homme qui passe par des phases dans l'opinion publique, à la fois de grandes connaissances généralisées, tout le monde a entendu parler de cet homme, mais en même temps fait l'objet toujours d'attaques, j'ai envie de dire ad hominem, qui le rendent de temps en temps comme une figure épouvantail, et pas simplement dans les brûlots médiatiques. J'ai encore récemment un jeune médecin qui disait, convaincu des valeurs de la science d'aujourd'hui, on aurait dû oublier Freud depuis 1950, qui n'a plus rien à nous dire. Alors, ça n'est pas notre opinion. Ça n'est pas notre opinion, et dans la démarche qui nous occupe, le décloisonnement entre des disciplines qui traitent du cerveau-esprit, et en l'occurrence autour de ce texte, qui traite aussi bien de la psychologie, de la biologie, de la physiologie, il nous semblait que 100 ans après, des chercheurs qui travaillent dans ces domaines pouvaient lire ce texte en lui donnant une actualité ou pas, et en nous disant en quoi il a été visionnaire, en quoi il serait aujourd'hui dépassé, et en quoi le travail extrêmement difficile fourni par Freud pour produire ce texte, travail qui lui coûte, et on le sent à plusieurs reprises, c'est un texte, d'autres l'ont dit avant moi, qui a fait l'objet de grandes digressions de la part de Freud, de grands doutes qu'il émet. C'est un texte où lui-même se demande la valeur de ce qu'il peut dire. C'est un texte où il dit que les connaissances en physiologie sont tellement minces que tout sera remis en cause lorsqu'on connaîtra mieux le fonctionnement de la cellule neuronale. Un texte où Freud doute, et en même temps où il se pose des grandes questions métaphysiques, notamment sur la naissance de la vie. Je veux dire la naissance de la vie sur Terre, comment une matière inanimée, telle qu'on peut l'observer sur, paraît-il, Mars, mais déjà la Lune, quelles sont les conditions qui, sur notre Terre, ont pu donner naissance à cette soupe originelle il y a 4 milliards d'années, avec cette première algue qui était synonyme de vie, et qui va, le texte, jusqu'à s'interroger sur les conditions d'échec des traitements, et à l'époque de la cure psychanalytique. Freud a 20 ans de recul, fait le bilan aussi de ses échecs, et constate qu'il y a des circonstances où le patient se trouve à même de devoir, plutôt que de guérir, régresser dans sa maladie et ne pas pouvoir se saisir de l'aide qui lui est offerte. C'est une question pour le scientifique qu'est Freud fondamentale, et qui se pose toujours à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que certains patients sont dits résistants ? Alors, je ne parle plus simplement de la résistance à la psychanalyse, je parle de la résistance au traitement pharmacologique, je parle de la résistance au traitement par électroconvulsivothérapie, je parle de la résistance à établir un lien thérapeutique dans une situation de prise en charge psychosociale.
il y a des patients qui, semble-t-il, semblent être rattrapés par une force. Appelons-la avec Freud pulsion de mort, avec toutes les questions immenses que ce concept charrie. Des patients qui sont rattrapés par une force qui les entraîne vers non pas une amélioration, mais parfois même une régression, une réaction thérapeutique négative, et qui fait que leur réponse au traitement, qui chez une majorité est efficace, chez eux, et malgré toutes les tentatives répétées, n'aboutit qu'à des échecs. Ça, c'est la grande question, qui est une question d'aujourd'hui. Hein, je rappelle, ne serait-ce que dans la dépression, le traitement pharmacologique, où on a en France une quarantaine de molécules antidépressives, il reste toujours une frange estimée à 30% dans les études de patients qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Questions qui sont restées sans réponse à ce jour et qui seront abordées dans le cadre plus général de cet au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire cet instant où Freud se demande, lui qui a toujours pensé que la vie et la science allaient de pair vers un progrès, est arrêté dans son élan par la guerre de 14-18, par les deuils qu'il éprouve, était obligé de se demander, en 1920, il y a 100 ans donc tout juste, comment se fait-il que des forces aillent contre les forces de la vie, du progrès, et viennent contrecarrer tous les efforts faits pour amener le sujet souffrant vers un état de moindre souffrance, sujet qui à son insu va résister et s'empêcher de pouvoir guérir. Voilà les grandes questions générales qui nous occupent et qui semblent tout à fait d'actualité. L'aubaine qu'a représenté la commémoration d'un centenaire. À titre personnel, j'ai au mois de juin dernier célébré avec le musée d'Orsay, Thomas Schlesser et beaucoup d'autres le bicentenaire de Gustave Courbet. Courbet n'a rien à voir avec Freud, mais il a en ceci en commun qu'un bicentenaire, un centenaire, c'est une occasion de mobiliser beaucoup et puis de faire un état des lieux. Le message que ce soit Courbet ou Freud, a encore à nous porter des années et des années plus tard. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Pierre-Marie a beaucoup insisté pour qu'on exploite ce texte qui lui semble, à juste titre, un texte extrêmement problématique, très problématique. Et si vous voulez mon rapport à ce texte, c'est un texte que je ne cesse de découvrir, parce que je ne compte plus le nombre de lectures, et je dois dire qu'il y a encore des passages que je découvre de manière très énigmatique, des passages que je découvre et qui m'ont échappé soit parce qu'ils étaient véritablement complexes et difficiles à saisir, et au fond ils ne se sont pas ancrés en moi, soit que le texte trop disparate emmène le lecteur dans des directions qu'il ne peut pas toutes suivre en même temps. Et de fait, le texte se comporte de plusieurs chapitres qui abordent des directions variées. L'un fait un point sur 20 ans d'expérience de la psychanalyse, c'est donc une science toute fraîche. Et à l'époque, il ne faisait aucun doute qu'il puisse s'agir d'une science. Aujourd'hui, la question est débattue, et nous l'avons débattu d'ailleurs dans le colloque précédent, qui a donné lieu à la publication d'Actes aux éditions Douin pour une éthique du décloisonnement, où notamment Bruno Falissard s'interroge sur la question de savoir pourquoi aujourd'hui la psychanalyse n'est pas considérée comme scientifique et pourquoi elle ne doit pas l'être. Mais disons qu'à l'époque, c'est un texte qui est à la pointe de la science et qui se sert des dernières découvertes en matière de biologie cellulaire pour affirmer qu'il y a une pulsion de mort à la source de la vie. C'est-à-dire qu'en même temps que la matière inerte s'est mise à vivre, que ces premières mitochondries élémentaires
ont commencé à fabriquer de l'ATP, une énergie primordiale qui allait donner lieu à la longue chaîne de l'évolution, il s'est mis en place une force régrédiente qui viendrait s'opposer et ramener la matière à l'inertie, la matière vivante. Une force qui contraindrait la vie à retourner à l'état de mort. À cette époque, d'ailleurs, il le critiquera en 1924, mais Freud compare cet état à celui de Nirvana, où au fond, toute force vitale est suspendue, tout désir aboli, et où, dans une forme d'éternité figée, une certaine forme de vie peut être suspendue. On sait par exemple aujourd'hui, et les publications de ceux qui nous ont précédés dans cette démarche, parce qu'on est loin de là, pas les premiers à avoir tenté de faire dialoguer des disciplines différentes, je pense à Lisa Houss, qui en France a été longtemps une chef de file de ce qui s'est appelé la neuropsychanalyse, un terme qui n'a pas eu le succès en France qu'il mérite pour des tas de raisons, notamment autour du préfixe neuro, une forme de suspicion du fait même de son inflation, parce qu'on parle de neuroattention, neuroéconomie, et donc neuropsychanalyse a été un terme insignifiant qui, condensant la neurologie et la psychanalyse, a laissé suspecter qu'on briserait des ponts comme ça aussi facilement. Non. Mais en tout cas, les efforts de Lisa Houss en rassemblant avant nous des chercheurs d'obédiences différentes, a par exemple publié dans un livre qui s'appelle « Vers une neuropsychanalyse » aux éditions d'Il Jacob, un travail de Jean-Claude Amezen, alors sur le même principe, et il se trouve que Jean-Claude Amezen découvre à cette occasion, c'est un livre qui a déjà une dizaine d'années, le texte au-delà du principe de plaisir. Jean-Claude Amezen, je le situe pour le grand public, c'est quelqu'un que les auditeurs de France Inter connaissent, je crois, pour son émission sur les épaules de Darwin, et puis qui par ailleurs, professeur émérite et membre du Comité national d'éthique en France, est un biologiste qui a beaucoup travaillé la mort cellulaire. Et Jean-Claude Amezen dit cette chose, je le cite de mémoire, je découvre le texte de Freud au-delà du principe de plaisir et je suis stupéfait par la pertinence de cette vision des choses qui consiste à dire qu'il y a une force de mort parallèle à la force de vie. Et Jean-Claude Amezen sait de quoi il parle puisqu'il étudie l'apoptose cellulaire, à savoir comment les cellules sont programmées pour mourir. Et comment une cellule devenue immortelle est une cellule pathologique, puisque c'est la cellule cancéreuse. Une cellule doit mourir. Et elle doit mourir pour faire exister les cellules voisines. On le sait, chez certains embryons où la mort cellulaire a été mal programmée, vous avez la naissance d'enfants au doigt palmé. L'embryon a, comme on peut le voir chez les oies ou chez les canards, des espaces interdigitaux qui sont pleins de cellules. Or, ces cellules sont programmées pour disparaître de manière à ce que la syndactylie disparaisse et que les doigts soient indépendants. Et donc, si ces cellules ne sont pas programmées pour mourir, on a des enfants qui sont réputés mal formés, et qui, je le dis pour le cancer, des cellules immortelles sont des cellules qui vont faire mourir l'organisme qui les abrite. Donc, il y a donc une mort cellulaire nécessaire programmée. Alors, c'est ce que dit Freud, en n'ayant pas évidemment le savoir de Jean-Claude Amezen sur l'ADN, sur la génétique, sur la fabrication de l'ARN messager, et sur tous ces messages protéiniques qui fabriquent la division cellulaire. Il n'empêche que le texte de Freud le marque vraiment, en tant que biologiste, comme d'une actualité stupéfiante. Et c'est d'autant plus agréable à entendre et à lire de la part d'un chercheur comme Jean-Claude Amezen que, par ses suiveurs, Freud a lui-même été extrêmement attaqué et critiqué pour avoir mis
en avant cette pulsion de mort. J'en veux pour preuve, et si on doit se repérer dans la chronologie d'un grand siècle, au mi-temps de ces 100 ans, en 1970, le congrès international des psychanalystes se penche déjà sur cette question d'au-delà du principe de plaisir pour dire que ce texte, ça n'est pas dit comme ça, mais ce texte s'égare, que ce texte part dans des envolées et des conjectures qui sont de pure spéculation qu'il faut absolument abandonner. Ce faisant, les psychanalystes en 70 étaient encore dans l'idée d'une toute-puissance de la psychanalyse à guérir absolument tout et ne pouvaient pas entendre ce que ce texte porte de profondément pessimiste sur la capacité que nous, soignants, avons de pouvoir sortir d'un état pathologique tous les patients. Et du coup, le pessimisme que porte ce texte a élevé des résistances contre lui, et peu sont les psychanalystes qui ont pu s'en emparer pour lui donner une descendance, pour lui donner une filiation. Ce qui fait que c'est un texte qui reste comme à la fois une exception dans l'œuvre de Freud, où il se livre de manière intime avec tous ses égarements, et des associations de pensée qui parfois peuvent sembler virer à la pensée tangentielle ou au coq à l'âne. Un texte charnière, puisque on a tendance à dire et à découper l'œuvre freudienne entre un avant et un après, au-delà du principe de plaisir, 1900-1920 et puis 1920-1938 pour les derniers textes. Donc il est au milieu de la carrière de Freud comme psychanalyste, mais pourtant un texte qui est trop à la fois compliqué, d'une écriture trop disparate et d'un porteur d'un message trop insupportable pour être entendu. Alors bien sûr, il y a les kleiniens qui ont pu comprendre quelque chose de cette pulsion de destruction présent dès l'enfance, où le bébé est à même de vouloir détruire le sein qu'il nourrit. Bien sûr, le texte est repris par les lacaniens et par Lacan en particulier, et par des auteurs comme Green autour de la question du négatif. Donc il y a des exceptions, mais dans la communauté psychanalytique, c'est un texte qui est manipulé avec un certain scepticisme sur ce qu'il y a à apprendre, avec l'idée qu'il y aurait beaucoup à laisser. On va examiner ce point. Je pense que des chercheurs en neurobiologie aujourd'hui, et je pense à François Ansermet, qui sera là et qui a travaillé avec Magistretti sur la question du plaisir dans un ouvrage très récent, trouve une grande actualité, par exemple, à ce texte, notamment en pensant au système des... le nom m'échappe, au modèle de Lemoyle et Cobb, des systèmes parallèles où, au fond, dans l'organisme, un plaisir ne va pas sans un déplaisir. Ou pour le dire différemment, il y a une balance entre les bénéfices accumulés par un système de plaisir, qu'on appelle chez les neurobiologistes le système de la récompense, le système dopaminergique, mais avec en regard un système qui est un système que eux appellent de contre-plaisir, qui vient s'opposer au gain de plaisir que le système tendrait à pouvoir... le système de plaisir tendrait à pouvoir pousser à ses limites. On le sait chez les rats, un rat qui se voit distribuer de la cocaïne va appuyer sur le mécanisme jusqu'à en mourir. C'est une question. Qu'est-ce qui fait qu'un animal va pouvoir s'administrer une substance jusqu'à se tuer ? Qu'est-ce qui fait que, et on en revient à la question de la résistance, qu'est-ce qui fait que la pulsion de répétition existe ? Pourquoi certaines personnes se remettent systématiquement dans des situations d'échec ? Pourquoi
la répétition de situations désagréables est-elle à ce point répandue? Pourquoi, alors qu'il est marqué sur tous les paquets de cigarettes que fumer tue, et que nous sommes parfaitement au fait du danger que représente pour notre santé la cigarette, ne pouvons-nous pas nous empêcher de fumer? Ça se décline à des degrés infinis, et je ne voudrais pas me perdre dans une casuistique qui consisterait à décliner en quoi la pulsion de mort a un intérêt pour penser le soin. En tout cas, elle est là à coup sûr pour nous indiquer que les choses sont complexes, avec une forme d'équilibre qui ne fait que nous rappeler le risque d'impuissance dans lequel nous pouvons être en tant que soignants et comment faire avec. Alors, je n'interviens pas le jour du colloque moi-même, mais je vais veiller à une organisation où nous allons, coûte que coûte, rompre avec l'idée d'une salle qui écoute d'un côté et une estrade où ça parle de l'autre. Les sachants d'un côté, les experts, et les auditeurs dont on sait que, même si on leur donne la parole pour des questions et un débat, ils restent souvent cantonnés dans une difficulté à s'emparer de la question. Alors, comment résoudre ça? C'est le théâtre qui m'y a aidé, hein, avec cette fameuse question du quatrième mur. C'est-à-dire que dès que vous avez une estrade, vous avez un mur qui empêche un certain nombre de manifestations dans la salle. Alors, nous y avons beaucoup réfléchi et nous allons disposer, probablement, il faut que mes comparses soient complètement d'accord, mais je les ai presque convaincus, nous allons disposer entre la salle et l'estrade un divan, sur lequel celui qu'on appellera le modérateur, mais je préfère le terme de traducteur, sera allongé et en tant qu'analyste réagira en association libre aux débats qui seront énoncés depuis l'estrade, de manière à pouvoir faire une sorte de relais avec la salle. Ce sera une disposition inédite, les rôles changeront, mais j'ai déjà recruté un certain nombre de camarades dans l'aventure. Marc Masson, Pierre-Marie, Luc Fauché sont d'accord pour être nos traducteurs, c'est-à-dire passer le relais pour que la salle ne se sente pas figée dans un silence passif, mais ose prendre la parole au fur et à mesure d'interventions intempestives. 1920-2020, novembre, à l'hôpital Necker, 14-15 novembre de cette année 2020, le centenaire de la parution d'Au-delà du principe de plaisir. Hôpital Necker avec un nombre impressionnant d'invités, des neurobiologistes comme Mathias Pessiglione ou Jean-Paul Tassin, des psychanalystes comme François Ansermet ou Pierre-Marie, des neurologues comme Nicolas Danziger, des philosophes, des pédopsychiatres, des psychiatres, le traducteur du texte aux éditions du Seuil. Nous vous attendons nombreux cette fois encore pour une éthique du décloisonnement autour d'au-delà du principe de plaisir.